Excellente soirée sur France 3, merci, à demain. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 19-20. Dans l'actualité régionale, ce soir, le malaise des sapeurs-pompiers de Haute-Savoie, choqués par l'agression de 3 des leurs hier à Duhain. C'était aujourd'hui à leur direction de parler. Elle s'est exprimée sur cette attaque particulièrement violente. 42 486 collégiens à l'assaut du brevet des collèges dans l'académie de Grenoble. Un jour J pas comme les autres, pour les enseignants comme les élèves. Ils étaient une petite centaine à plancher sur l'épreuve de français au collège Jules Vallès de Fontaine, en Isère. Et puis 3 musiciens au sommet du Mont Blanc. Ils ont fait sonner hautbois, basson et clarinette à 4810 mètres d'altitude. Un mini-concert de haut vol pour célébrer le 30e anniversaire de l'Orchestre des Pays de Savoie. 2 principaux titres au sommaire de l'édition nationale, présentés à 19h30 par Carole Gessler. Le début du procès à Douai de Dominique Cautrez, accusé d'avoir tué 8 de ses bébés en les étouffant. Monstre ou victime, cette femme craignait que ses enfants soient issus de la relation incestueuse avec son père. Et puis toujours aucune nouvelle de Laurent Bourgnon, disparu depuis 24 heures après avoir plongé dans un lagon de Polynésie. Les recherches vont reprendre, l'espoir est mince. Laurent Bourgnon est un marin chevronné, 2 fois vainqueur de la route du Rhum. Et tout d'abord, en Isère, la stupeur à l'école Sainte-Marie de Champier, où lundi dernier, un jeune homme en stage a menacé les élèves d'une classe avec un couteau pendant l'absence de la maîtresse. Fragile psychologiquement et souffrant d'une altération du discernement, il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis. Sur place, Marie Michelier. C'est dans l'une des 3 classes de cette école privée, l'école Sainte-Marie de Champier en Isère, que les faits se sont déroulés lundi matin. Pendant la récréation, l'institutrice en charge d'une classe de 25 élèves de CE2, CM1, CM2 doit rencontrer quelques minutes une chargée de mission de l'enseignement catholique. L'entretien dure plus longtemps que prévu. Les élèves se retrouvent donc en classe sous la surveillance d'un jeune stagiaire de 20 ans, envoyé par la mission locale dans le cadre d'une réinsertion. Il doit réaliser des travaux d'entretien dans l'établissement. C'est alors que tout bascule. Excédé par l'agitation des petits, l'homme les menace alors violemment et sort un couteau. Manifestement, ce jeune homme, qui n'avait aucune compétence en la matière, a commencé, pour pouvoir se faire respecter, à crier, mais comme ça ne suffisait pas, n'a pas hésité à sortir un couteau qu'il avait amené dans sa sacoche, à menacer avec ce couteau les élèves, à en courser dans la classe avec ce couteau, ou encore à menacer certains élèves de les pendre, ce sont ces termes, de les pendre aux arbres qui se trouvaient dans la cour. Ce qui a évidemment très largement traumatisé les élèves. Au retour de la maîtresse, les enfants n'ont rien dit. C'est la pause de midi qui les fera sortir de leur silence. Par chance, la chargée de mission présente ce jour-là est thérapeute de formation. Elle met en place sur le champ avec eux un premier temps de parole. C'est en échangeant dans l'après-midi qu'ils ont commencé à mesurer ce qui s'était passé. Par contre, ils étaient plutôt calmes, oui, absolument. Il y a des enfants qui se sont sentis plus menacés que d'autres. Donc il y a quelques enfants qui ont une anecdote particulière avec ce jeune qui a été violente. Le stagiaire est immédiatement congédié par l'école, mais c'est le signalement des parents à la gendarmerie qui conduira à son interpellation le lendemain matin. Présenté ce matin en comparution immédiate au tribunal de Vienne, il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis et 3 ans de mise à l'épreuve, à une obligation de soins et l'interdiction d'exercer une profession en lien avec les enfants pendant 5 ans. Les suites de l'attaque de l'ambulance de pompiers hier à Duhain, près d'Annecy. Les malfaiteurs sont toujours activement recherchés par les gendarmes des Deux-Savoie. Les 3 sapeurs-pompiers qui étaient dans le véhicule sont extrêmement choqués. Leur direction a réagi au lendemain de cette attaque violente. Bernard Portugal, Christian Mathieu. Des menaces, des coups de feu et une explosion très impressionnante. Les 3 pompiers et le jeune homme qu'ils transportaient ont vécu une véritable scène de guerre peu avant 4 heures du matin hier. Une attaque brutale perpétrée par des individus visiblement déterminés à tuer. Les infractions qui sont le support de l'enquête de flagrance qui est en cours actuellement sont les infractions de tentative d'assassinat en bande organisée, tentative de meurtre en bande organisée et destruction par moyens dangereux, par incendie en bande organisée, qui sont, pour ces 3 qualifications, des qualifications de nature criminelle.
24 heures après cette attaque, la carcasse calcinée de l'ambulance témoigne de la violence de l'explosion. De leur côté, les sapeurs-pompiers de la Haute-Savoie ont tenu à réagir. C'est quelque chose qui est très rare, moi je ne l'ai jamais connu. C'est un sentiment de profonde injustice qu'on attaque les sapeurs-pompiers qui sont là pour sauver. Et peut-être même que si les auteurs de ces faits avaient été blessés, on les aurait secourus. Donc c'est une profonde injustice, on ne comprend pas. On a un sapeur-pompier qui est blessé à un bras, donc sans gravité, mais qui est blessé. Et puis les trois sont fortement choqués par ce qu'ils ont vécu. Donc on va les assister, on a un psychologue qui va les rencontrer, un médecin également, des médecins qui les ont vus hier et qui vont continuer à les suivre. Sur le terrain, les gendarmes continuent leurs investigations pour tenter de retrouver les malfaiteurs. Des équipes cynophiles ont quadrillé ce bois de Cons-Sainte-Colombe, près de Faverges. C'est ici, en pleine nuit, que la victime a été agressée pour une raison que l'enquête devra déterminer. Le jeune homme de 19 ans est toujours hospitalisé, mais ses jours ne sont pas en danger et les gendarmes espèrent pouvoir l'auditionner dans les prochaines heures. Ce fait divers dramatique survenu à Porcieux-en-Blagneux, en Isère, en cause deux motos qui roulaient ensemble dans la même direction. 3 personnes, une femme et 2 hommes sont gravement blessés entre la vie et la mort. Les précisions sur notre site alpe.france3.fr. Et puis le jeune homme de 16 ans, soupçonné dans le meurtre commis samedi dernier à Saint-Martin-d'Air en Isère, a été mis en examen pour détention d'armes et placé sous contrôle judiciaire hier soir. Il a été remis en liberté aujourd'hui. Une affaire qui soulève une nouvelle fois la question des armes qui circulent dans certains quartiers. L'Isère est aujourd'hui le premier département en matière de détention d'armes. Denis Vigneault-Duguay. Ce drame de Saint-Martin-d'Air met en exergue une nouvelle fois le problème de la violence liée au trafic de stupéfiants. Interrogé sur les moyens nécessaires pour lutter contre cette délinquance, le préfet de l'Isère estime qu'il s'agit d'abord d'une question d'organisation des services. Avons-nous l'organisation la plus performante pour qu'avec les moyens qui sont les nôtres, nous puissions apporter une réponse satisfaisante? Et c'est seulement quand nous aurons le sentiment de fonctionner au mieux, dans le dispositif le plus efficace, que nous pourrons éventuellement être crédibles en demandant des effectifs supplémentaires. Dans l'enquête sur ce meurtre de Saint-Martin-d'Air, toutes les hypothèses restent ouvertes. Mais les premiers éléments permettent de penser que la jeune victime avait pour mission de faire disparaître des armes devenues compromettantes et c'est par erreur qu'il aurait été pris pour cible. Au lendemain du drame, le maire de la commune s'inquiète de la prolifération de ces armes. Les chiffres de la délinquance pour 2014 lui donnent raison. À population sensiblement comparable sur l'ensemble du territoire national, l'Isère se positionne en tête en matière de détention d'armes. Ainsi, par exemple, 574 délits de ce type ont été constatés dans le département du Var contre 912 en Isère. Des chiffres à analyser avec prudence, rappelle l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Au chapitre social, ils dénoncent une fois de plus la dégradation de leurs conditions de travail et la qualité des soins apportés aux patients. Personnel de santé et agents territoriaux étaient mobilisés aujourd'hui. En Savoie, des agents hospitaliers et des personnels des EHPAD sont descendus dans la rue pour crier leur désarroi. Cédric Picot, Dominique Bourget. Ils ont décidé de faire connaître leur malaise. Ces manifestants travaillent dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées, des structures en manque de moyens. Avec un personnel soignant pour 10 pensionnaires, la qualité des soins se dégrade. Dans certaines structures de la région, les aînés n'ont droit qu'à une douche tous les 10 jours. On a très peu de temps pour les patients, donc sachant qu'on a à peu près 10 à 12 toilettes à faire le matin chacune. Et 40 changes à faire le soir à 3. Vous trouvez ça digne? Non, pas du tout. Sachant que ça pourrait être un de nos parents ou un de nos grands-parents, non, pas du tout. Surcharge de travail, épuisement professionnel. Les agents territoriaux dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail et le manque de considération pour la filière médico-sociale. Leurs salaires sont gelés depuis 5 ans. C'est un métier qui est quand même plein de conséquences assez aggravantes, étant donné qu'on travaille quand même les week-ends, de coupures, les jours fériés. Donc il y a beaucoup de contraintes dans ce métier. On n'a pas du papier qu'on peut laisser de côté, mais des gens. Donc on joue aussi sur la conscience professionnelle du personnel. Colère aussi du côté des hôpitaux. Logique de regroupement, suppression de postes. Ici, les manifestants dénoncent des réformes qui desservent autant le personnel que les patients.
On a commencé d'abord avec la loi de Roselyne Bachelot, la loi HPST, donc, qui commençait déjà à mutualiser les moyens, donc qui a fait fermer des services et pour pouvoir faire des économies en mutualisant. Et là, la loi Touraine, c'est la continuité en fait. Donc on a changé de gouvernement sans changer d'idée. Encore une fois, les manifestants n'ont pas eu le sentiment d'être écoutés. Une délégation devait être reçue aujourd'hui à l'Agence régionale de santé, mais le rendez-vous a été finalement annulé. La manifestation des chauffeurs de taxi. Dans la région, la plus grosse mobilisation s'est déroulée à Lyon. Des centaines de chauffeurs de taxi ont mené une opération escargot en bloquant tôt ce matin les principaux axes de l'agglomération lyonnaise avant de converger vers le quartier de la Pardieu où est installé un bureau de leur ennemi juré, Uber Pop. Téléphoner en conduisant multiplie par 3 le risque d'accident et près d'un accident corporel sur 10 est lié à l'utilisation du téléphone au volant. À partir du 1er juillet, cette infraction sera passible d'une amende de 135 € et un retrait de 5 points. À Vienne, aujourd'hui, la sous-préfecture de l'Isère organisait une opération préventive de contrôle routier. Florine Heba, Vincent Abran. Sur la route, téléphoner appareil en main est formellement interdit. Tout le monde le sait, mais beaucoup le font. À la clé, une amende de 4e classe. 135 € et 3 points en moins, c'est le tarif généralement appliqué. D'ici quelques jours, la loi sera élargie à tout conducteur, porteur d'oreillettes, d'écouteurs ou de casques qui étaient jusqu'à présent tolérés. À Vienne aujourd'hui, la gendarmerie a pris les devants. À compter du 1er juillet, donc les téléphones seront toujours interdits et les kits main libre et oreillettes aussi. Objectif, prévenir et confirmer qu'à partir du 1er juillet, tout dispositif matériel susceptible d'émettre du son sera condamnable et sanctionné. Cette mesure sera applicable aux 4 et 2 roues, vélo inclus. J'ai eu aucune information, que ce soit à la télé ou même dans les médias sur Internet. Du coup, comment vous faisiez avec votre téléphone dans votre voiture jusqu'à présent? Le plus souvent, c'était avec l'oreillette, qui est bien pratique. Mais oui, le plus souvent l'oreillette. Et du coup, à partir du 1er juillet, vous allez faire comment? Je vais tout arrêter. Je vais enlever le vibreur pour vraiment pas être tentée de répondre aux appels et aux textos. Chez les distributeurs, pas de raz-de-marée pour le moment, mais le stock de kits main libre a été multiplié par 10. Actuellement, on propose des produits de pare-soleil qui ne demandent pas d'installation, des produits qui viennent s'installer sur l'autoradio d'origine pour que le son passe sur les haut-parleurs, et sinon le remplacement de l'autoradio d'origine par un autoradio Bluetooth. Ce client n'a pas perdu de temps. Le portable en voiture lui a déjà coûté des points. Cette fois, tolérance zéro, il préfère s'équiper. Dès que mon téléphone sonne, l'autoradio coupe et ça me fait réponse. J'ai qu'à appuyer sur une télécommande qui est livrée avec, même pas de faire un geste télécommande, hop, et je puisse te parler avec moi au niveau de l'équipement de ma voiture. D'après les statistiques, téléphoner en conduisant allonge le temps de réaction et multiplie par 3 le risque d'accident corporel qui, dans un cas sur 10, est lié à l'utilisation du téléphone. Top départ pour le brevet des collèges. Ce matin, ils sont 42 486 élèves à briguer le précieux sésame dans l'académie de Grenoble. Comme beaucoup ce matin, les élèves du collège Jules Vallès de Fontaine en Isère passaient les épreuves de français. Ils étaient attendus de pied ferme par les enseignants. Nathalie Rapuc, Jean-Pierre Rivet. 8 h du matin, avant l'arrivée des élèves, l'ambiance est plutôt calme au collège Jules Vallès. Il faut dire que toutes les salles d'examen sont déjà prêtes depuis hier. Mais des imprévus peuvent toujours survenir jusqu'au dernier moment. Ce matin, appel téléphonique d'un surveillant qui ne peut pas être là. Bon, on va le remplacer et on a prévu effectivement des personnes en suppléance de remplaçants. Donc il faut prévenir le collègue qu'au lieu d'attendre en salle des professeurs, il va être de surveillance ce matin. Voilà. À l'entrée, 82 candidats. C'est parti pour une matinée d'épreuves de français. Arrivés dans la salle d'examen, la pression monte. Un peu stressé là. Ouais. Surtout que le français, ça va dire que je suis le moins bon en fait. Allez, on vous laisse, jeunes gens, et bon courage à vous. À peine sorti de l'examen, le sujet de la rédaction est déjà loin. Il fallait répondre à une question dans une rédac. C'était quoi déjà la question? C'était très dur, j'ai eu beaucoup de stress. Ouais, c'était un peu difficile, mais ça allait. Certains ont gardé leur brouillon, plutôt fiers de leur travail. Pourquoi tu l'as dans les mains là? Parce que je voulais le montrer à mon grand frère pour qu'il soit fier de moi.
Prochaines épreuves, histoire-géographie et éducation civique. Les résultats seront rendus vers le 10 juillet prochain. Alors que les colonies d'abeilles souffrent de surmortalité en France et ailleurs, des ruches sont installées un peu partout, jusque dans les villes. Une nouvelle démarche consiste aussi à faire parrainer des ruches par des entreprises. Un concept développé par Pollinium, une petite société savoyarde créée en 2012 par un apiculteur. Xavier Schmitt, Antoine Marnas. Initiation à l'apiculture pour un public ciblé, des chefs d'entreprise et leurs salariés. C'est le jour J, ils découvrent les ruches qu'ils ont parrainées. Chaque société en fait un atout dans ses relations avec clients et fournisseurs. On a un petit bulletin trimestriel qui nous explique la vie de la ruche, sur lequel il y a notre petit logo. Le bulletin il nous est livré tout prêt et nous on peut le donner à nos clients. Et en fin d'année, une fois qu'ils ont suivi le parcours des abeilles, on a du miel qu'on peut offrir à nos clients. Cette jeune entreprise fait fructifier une idée un peu piquante, associer la vie des abeilles et le monde du travail. Le créateur est un apiculteur. Il a eu la révélation en installant une ruche sur un toit de Paris. Je me suis rendu compte lors de la première installation de ruche, lorsqu'on installait une ruche, on créait du consensus et que l'ensemble des salariés étaient partie prenante. Dans la campagne voisine, le centre d'élevage. Il fournit les essaims et les reines. Les abeilles, on le sait, forment une collectivité très organisée. Elles sont jusqu'à 50 000 à s'activer dans une ruche, toutes dans le même but. De quoi trouver des similitudes, voire un modèle pour les entreprises humaines. L'analogie elle est évidente, c'est-à-dire que globalement une ruche produit du miel. Si tout le monde coopère dans un projet logique, cohérent et auquel tout le monde adhère. Dans l'entreprise, c'est exactement la même chose. C'est à un moment donné, vous pouvez mettre toutes les règles que vous voulez. S'il n'y a pas d'adhésion, vous n'avez pas de coopération, vous n'avez pas de projet. On propose aux entreprises qui parrainent une ruche tout plein d'outils de communication qui leur permettent de valoriser leur démarche et qui leur permettent de raconter l'histoire de leur ruche et de leurs valeurs à travers le parrainage de la ruche. La fibre écologique et les dangers qui menacent les abeilles motivent aussi les entrepreneurs. Ils sont déjà une centaine de parrains. Comptez 900 € par an, récolte du miel comprise. L'idée sème au-delà de la Savoie, jusque dans la région parisienne. Cette fois, c'est officiel, le Tour de France ne passera pas par le col du Galibier le 25 juillet prochain, en raison de l'effondrement du tunnel du Chambon et la fermeture de la route. Les organisateurs de la Grande Boucle ont donc décidé de modifier l'avant-dernière étape. Elle partira de Modane, en Savoie, pour arriver à l'Alpe d'Huez comme prévu, mais en passant par le col de la Croix de Fer. Une mauvaise nouvelle de plus pour les naufragés du Chambon, privés de route depuis 2 mois déjà. À la Grave, à la frontière de l'Isère et des Hautes-Alpes, les voitures de passage sont rares, un signe qui ne trompe pas. L'économie du pays est menacée et le moral des habitants est au plus bas. Philippe Fabrègue et Frédéric Renard. C'est un gros souci. À la Grave, il y a déjà des dépressions, il y a tout ça aussi, Villard-d'Arène. La fermeture du tunnel du Chambon et ses conséquences sont au cœur de toutes les conversations. Du côté des professionnels de la vallée de Serre-Chevalier, on mesure déjà les possibles répercussions en cas d'absence prolongée d'un accès venant de l'Isère et du nord du département des Hautes-Alpes. En tant que commerçant, si cet hiver on n'a pas eu de solution pour rétablir cette situation, je pense que je serai pas un des premiers, mais on sera nombreux à mettre la clé sous la porte. Plus angoissant encore, la situation de la vallée de la Romanche entre le col du Lautaret et le tunnel du Chambon. Une centaine d'entreprises de commerce fonctionnent déjà au ralenti. Les rues de Villard-d'Arène et la Grave sont quasi désertes. Il passait 5800 véhicules par jour au mois de mars, aujourd'hui seulement une cinquantaine. Tous les jours, les professionnels de l'hébergement enregistrent des annulations. La course, la marmotte qui passe normalement, traditionnellement ici, a été déviée, bien entendu. Donc là, toutes les annulations pour la marmotte. Et là, maintenant, on enregistre les annulations pour le Tour de France. Donc, et aucune demande pour le mois d'août et aucune demande pour l'hiver. Donc là, on commence vraiment à s'affoler. Même détresse pour les PME qui, pour continuer à fonctionner normalement, vont devoir s'organiser autrement. Quand on a à se déplacer 1 fois ou 2 fois par semaine sur les sites de production, on est obligé de perdre du temps et de dépenser de l'argent, comme pour passer par le tunnel de Fréjus pour aller plus vite, ou d'acheter des cartes d'abonnement. Ça devient compliqué.
2 mois après la fermeture de la départementale 1091, les commerces de la vallée de la Romanche et de la Guisane ont déjà diminué par 2 voire par 3 leur chiffre d'affaires habituel. Une situation qui pourrait devenir très rapidement catastrophique pour l'économie et la vie de cette région. Une Grenobloise au 7e ciel. À 33 ans, Mélanie Asselet va disputer les championnats de France de voltige aérienne qui se disputent à Épernay dans la Marne cette semaine. Il s'agit juste d'une étape avant les championnats du monde qui se dérouleront, eux, fin août à Châteauroux dans l'Indre. La voltige aérienne, une spécialité dans laquelle l'équipe de France excelle au plus haut niveau. Laurent Villain, Paul-Antoine Boudet. Même les pieds au sol, ils ont la tête dans les airs, toujours et encore. La voltige aérienne est un sport incroyablement exigeant. Un mélange de perfection artistique, technique et physique. Un sport dans lequel les pilotes français sont les meilleurs. C'est un sport fabuleux, ça se fait sur des machines de haut niveau. C'est des machines en carbone qui pèsent 700 kg, qui volent à plus de 400 km/h et qui font toutes les figures inimaginables dans le ciel. Donc c'est des Formule 1 des airs. Parmi ces pilotes chevronnés, ces as de l'acrobatie, de la figure aérienne, on peut apercevoir dans le ciel de la région cette jeune femme, Mélanie Asselet. Son rêve, voler. Cette passion m'est venue de ma plus tendre enfance où je regardais le ciel et j'ai toujours été attirée par le vol en fait, le vol tout simple, pur, et évoluer dans les 3 dimensions. À 21 ans, elle prend son premier cours. À 30 ans, le premier titre national. À 33 ans, elle espère ici être sélectionnée en équipe de France. Mélanie, les pilotes ont ce point commun d'enchaîner un programme de figure pendant 10 minutes. Un effort d'athlète de haut niveau. Déjà, on est très concentré parce que l'avion évolue entre 0 et 400 km/h. On évolue dans un volume qui est très serré. Donc il faut vraiment avoir beaucoup de concentration, être en forme physique parce qu'on subit quand même des jets assez importants. On peut subir jusqu'à 9 jets. Et surtout avoir une bonne technique qui permet d'avoir des bonnes notes aux figures aussi. Samedi, sur l'aérodrome d'Épernay-Plivaux, on désignera les champions de France 2015. Puis viendra le temps pour l'équipe de France de remettre en jeu à Châteauroux en août prochain les titres mondiaux individuels et par équipe. Une toute autre musique maintenant. Un hautbois, une clarinette et un basson au sommet du Mont Blanc. 3 musiciens de l'Orchestre des Pays de Savoie ont relevé ce défi avec brio. Une belle idée pour fêter les 30 ans de la prestigieuse formation musicale et l'occasion de changer d'univers pour les musiciens. Françoise Gay, Vincent Abran. Ils ont déjà joué dans des lieux magnifiques, mais toujours en intérieur, bien au chaud derrière leur pupitre. Pour fêter ces 30 ans, l'Orchestre des Pays de Savoie va tenter de s'offrir la plus majestueuse des salles de concert, le sommet du Mont Blanc. Au départ du petit train à Saint-Gervais, 3 musiciens méconnaissables dans leur tenue d'alpiniste. Richard le clarinettiste, Hugues le joueur de hautbois et Nicolas le bassoniste. Pour eux, ainsi que 2 autres membres de l'orchestre, c'est enfin le grand jour, celui dont ils rêvent depuis plus d'1 an, jouer sur le toit de l'Europe. Drôle d'idée d'anniversaire. Elle est née de la part déjà de musiciens de l'Orchestre des Pays de Savoie qui sont des passionnés de montagne, des passionnés de musique aussi. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas suivre ces 3 musiciens et puis aller jouer un concert au sommet du Mont Blanc. À la descente du train, petite marche d'approche pour atteindre le refuge du Nid d'Aigle à 2400 mètres d'altitude. Ici, au pied des glaciers et des pierriers, les musiciens ont prévu un premier intermède musical, histoire de tester leurs instruments. Pour l'occasion, ces derniers ne sont pas en bois mais en plastique, comme ce prototype de hautbois en Altuglace. L'avantage, donc, comme il est en plastique, a priori, il ne souffrira pas des conditions de température, de vent, de froid qu'on aura là-haut. La difficulté supplémentaire, c'est qu'on devra jouer sans partition, sans pupitre, donc on appelle ça jouer par cœur. Donc ce sera aussi une appréhension supplémentaire. Là-haut, comment réagiront les instruments? Et eux, les musiciens, trouveront-ils assez de souffle pour jouer alors que l'oxygène se fait plus rare? On risque d'avoir une respiration beaucoup plus fréquente. Au lieu de faire des phrases sur 4, 6, 7 mesures, assez longues, on sera obligé de couper toutes les mesures. Donc l'élan musical sera un petit peu coupé pour une nécessité vitale qui s'appelle l'air. Il faudra respirer.
Après cette pause musicale, reprise de la randonnée pour atteindre le refuge de Tête-Rousse, 600 mètres plus haut. C'est d'ici, au plus profond de la nuit, que les cordées s'élancent en direction du sommet. À 13h30, après 1700 mètres de dénivelé positif sur la croupe du Monstre Blanc, pari réussi, malgré le vent et le froid, nos musiciens font résonner les notes de Mozart, Ibert ou Milhaud. Un mini-concert au pays des glaces éternelles, à 4810 mètres d'altitude. Voilà, c'est ce qu'on appelle des notes célestes. Je vous rappelle enfin ce titre développé dans le Journal des Alpes. Un jeune homme en stage à l'école Sainte-Marie de Champy en Isère a été condamné à 18 mois de prison avec sursis. Débordé par une classe indisciplinée, il aurait adopté une attitude autoritaire surprenante, allant jusqu'à menacer les élèves avec un couteau pour reprendre le contrôle de sa classe. Son audition a révélé une altération psychologique profonde. À suivre, les prévisions météo, puis l'édition nationale présentée par Carole Gessler. Prochain rendez-vous avec l'actualité régionale ce soir dans le Grand Soir 3 autour de 23h. Demain midi, vous retrouverez Florine Heba. Et demain soir à 19h, Marie Michelier. Je vous souhaite une très très bonne soirée sur notre chaîne. Et à très bientôt, toujours sur notre chaîne. Bonne soirée. Retrouvez la météo avec l'ACEF, Association pour le crédit et l'épargne des fonctionnaires et agents des services publics. Bonsoir, c'est une excellente journée qui est annoncée par les prévisionnistes de Météo France demain. Ciel bleu, soleil dominant.